Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, je suis en compagnie à distance de Marion Chéniaud-Dupuis. Bonjour Marion. Bonjour à tous, bonjour. Nous nous rencontrons pour parler de ton livre « Respire, tu es vivante ». C'est un récit autobiographique, une aventure, une exploration géographique, écologique et spirituelle, puisque tu as quitté ta Dordogne natale très jeune pour aller étudier auprès de maîtres du bouddhisme tibétain dans des monastères. Tu t'es installée au Tibet à 22 ans. Tu as été guide de trekking et de montagne. Tu es la seule Européenne à avoir gravi 3 fois l'Everest. Tu as mis en place avec les Tibétains de nombreuses initiatives sociales et écologiques, notamment un modèle de gestion des déchets en haute montagne et l'opération Clean Everest pour préserver la qualité des glaciers himalayens. Nous allons en parler. Aujourd'hui menacé par le réchauffement climatique, et avec Clean Everest, tu as redescendu 10 tonnes de déchets de la face nord du plus haut sommet du monde. Bienvenue Marion sur le podcast de So Sweet Planet. Je suis honorée de participer à ce podcast et de pouvoir rencontrer tous ceux qui nous écoutent. Je pense qu'ils seront ravis d'entendre un petit peu tout ce que tu as à raconter. Donc, on va parler de ce livre. Donc, au début, si j'ai bien compris, tu pars non pas en prenant l'éveil comme une fin en soi, mais plutôt comme un moyen pour arriver à d'autres fins, notamment être capable de contribuer au bonheur d'autrui, comme le père de ta meilleure amie que vous étiez partis voir en Inde, toutes les deux, à 16 ans, en 1996. Il s'occupait de cliniques mobiles à ciel ouvert pour les plus démunis, au cœur des bidonvilles de Calcutta. Qu'est-ce que cette rencontre a déclenché pour toi ? Le point de départ, c'est la rencontre avec la souffrance du dénuement, de la plus grande pauvreté, aussi de la vieillesse, de la maladie et de la mort, qui sont omniprésentes sur les rues de Calcutta et dans les bidonvilles. Donc c'est cette première rencontre qui m'a bouleversée, qui a ouvert en fait dans mon être comme une sorte de faille au départ dans laquelle je me suis un peu laissée m'engouffrer, où j'étais en résonance complète avec cette souffrance et un peu démunie pour me sentir à même de pouvoir soulager cette souffrance. Donc il y a eu une période un peu hésitante, balbutiante, fragile en fait dans mon chemin de recherche d'une voie, d'un chemin qui pourrait me faire traverser en fait cette émotion si forte pour l'amener à devenir une force, à traverser la difficulté, la tristesse, la peur aussi de l'autre, pour finalement arriver à me reconnecter complètement à ce souhait en fait de contribuer au bien-être de l'autre. 16 ans, c'est jeune hein, pour entreprendre, pour avoir déjà cette curiosité et cette façon de digérer la situation, si je peux dire, parce que c'est vrai que c'était visiblement un choc, la rencontre Ouais. de toutes ces personnes dans cette souffrance. Et tu écris que tu réalises que la France, ses conforts, sa culture vous anesthésie physiquement et spirituellement, c'est-à-dire? En fait, toutes ces souffrances, de la vieillesse, la maladie, la mort, la pauvreté, elles sont là. Elle est là en France. Simplement, il y a un déni qui permet pas en fait une confrontation directe et qui permet pas en fait cette traversée pour voir de l'autre côté en fait comment retrouver des ressources en soi pour pouvoir justement embrasser tout ça et en faire un chemin de reconnexion à l'autre et à tout ce qui nous entoure. Donc cette anesthésie, c'est plus au niveau de la torpeur, de l'endormissement en fait, dans le déni, qui n'est pas un déni massif, hein, qui est un déni dans les petites choses, de préférer en fait un confort au quotidien, de s'épargner en fait, hein, d'avoir se confronter à la difficulté, notamment le confort matériel, pour donner un exemple qui est assez évident, mais aussi un confort psychologique, hein, de vouloir voir ce qu'on veut voir,
Voilà. Donc il y a des voilà des visions assez limitantes qui à l'âge où j'avais en fait à 16 ans, adolescence en fait, que la rebelle que j'étais en fait à ce moment-là, a souhaité, découvrir, explorer en fait d'autres visions de comment se positionner, face à cette pauvreté, cette souffrance. Mmh. Alors en 1998, donc on est 2 ans plus tard, tu as 18 ans, tu repars en Inde pour une mission de 6 mois auprès de lépreux au bord du Gange et là, tu commences à décrire un processus sur lequel tu reviens régulièrement dans le livre. C'est ton cheminement pour reconnaître l'ego et les comportements sous-tendus par l'ego. Tu dis: «Assise par terre dans la poussière, en plein bidonville, ne reste que le cœur. Jour après jour, je m'ouvre à une perception moins conquérante. Je quitte la posture de celle qui veut aider. C'est ta première étape, c'est prise de conscience déjà par rapport à toi-même et à cette dimension de l'ego. Moi, j'ai beaucoup aimé tous ces passages dans ton livre, je vais en citer quelques autres, au long de l'interview parce que cette façon que tu as de le décrire, je trouve ça, assez, c'est à la fois lucide et c'est aussi, ça demande aussi, beaucoup d'humilité, mais c'est justement, si tu lâches un peu d'ego, normalement ça laisse place à l'humilité. Alors est-ce que c'est la première étape à ce moment-là, dans ce processus-là par rapport à l'ego, en 98 là, par rapport à ce que tu décris? Oui, c'est l'étape, en fait, de découverte de toutes les facettes de pour moi, il y a pas un ego qui fait bloc et dans lequel je suis emprisonnée. C'est plus facile, en fait, d'aborder ce chemin de déconstruction de ces croyances, limitantes dues à des parts de nous qui, à un moment donné, voilà, se sont raconté une histoire qui, dans mon cas, donc à Calcutta, tournait autour de je veux être celle qui veut aider les autres, je veux contribuer au bien-être des autres et soulager leurs Mmh. souffrances. Donc à l'origine, une intention magnifique, mais simplement en application, quand il y a une volonté en fait trop forte de vouloir exister à travers cette identification je veux aider, c'est un obstacle et en fait l'autre le ressent parce que finalement ça manque de fluidité, ça manque de naturel, ça Mmh. manque aussi simplement de même de ne serait-ce que d'écoute hein, et d'accueil de ce qu'est l'autre parce que je vais apposer à l'autre un filtre de tu as besoin d'aide, je vais être là pour ça. Alors que je voyais qu'en fait, chez les docteurs dans la clinique, donc qui avait été créée par Jack Prager, qui a été un de mes, voilà, de mes exemples de maître compassion, Le père de ta meilleure de amie ma donc? meilleure amie, voilà, Mmh. qui était docteur à Calcutta et qui avait créé cette organisation Calcutta Rescue qui agit directement dans les bidonvilles. Et donc là, il y a les réseaux de docteurs sur toutes les différentes cliniques qui agissent au quotidien et je les fréquentais donc et je voyais qu'ils étaient tous les jours en fait joyeux, ouverts, dans une attitude de non-effort. Ils prenaient les patients qui arrivaient, parfois il y en avait beaucoup plus que ce que la clinique pouvait accueillir et puis parfois les conditions ne permettaient pas de prendre tout ce qui arrivait. Et pourtant, chaque matin, ils étaient là avec leur grand sourire et ils restaient jusqu'à des fois pas d'heure dans l'après-midi, la soirée, pour être sûr que tout le monde reçoive les soins. Et je voyais qu'en fait, leur énergie en fait se renouvelait d'une manière que je ne comprenais pas à cette époque. Comment est-ce possible d'être autant en contact avec une source en eux qui leur permettait en fait de continuellement se ressourcer et pouvoir donner. Et là, en fait, je voyais que des réponses à ma question de OK, maintenant je sens la résonance, la souffrance avec l'autre. J'ai moi-même ce souhait de vouloir venir en aide, mais comment je vais faire ce passage pour pas en fait me laisser tomber, couler dans cette souffrance, cette détresse, et moi-même en faire une détresse personnelle et arriver au contraire à chaque jour me lever avec cette joie, cette énergie, cet enthousiasme qui ne faillit pas pour être là à côté des patients. Donc je sentais qu'ils avaient quelque chose et j'ai souhaité en fait découvrir l'apprentissage qui allait pouvoir m'amener à cette même capacité que j'ai appris plus tard avec la compassion.
Mais eux, ils pratiquaient déjà le bouddhisme, tibétain, ces médecins-là? Ou c'était d'autres formes Non, de c'était vraiment, cet entraînement de l'esprit, voilà, qui est présent dans le bouddhisme tibétain, qui mène à développer la capacité d'être en compassion. Ça, ils l'avaient en fait, eux, naturellement. J'ai juste senti, en fait, que si eux pouvaient l'avoir, voilà, j'avais oui, tu avais une envie voie. d'accéder au Ouais, même, oui. Parce que tu t'es intéressée, j'ai vu aussi à l'hindouisme au oui, début. à Amma, la grande sainte, voilà, qui prend tous les êtres dans ses bras. Ah oui, que tu as rencontré aussi plusieurs fois. Oui, très jeune et qui m'a aussi, mis sur cette voie, en fait, de comment l'amour peut devenir inconditionnel et Mmh. être auto-généré, en fait. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les gens viennent vers elle, elle est tout le temps, dans un flux continu, en fait, d'accueil, de réception, de tout ce qui vient. Donc ça, c'était des exemples comme, Amma, comme Jack Prager, comme aussi, les maîtres tibétains, que j'ai rencontrés depuis que j'ai 16 ans et qui Oui. m'ont inspiré cette vocation d'apprendre à développer ces mêmes capacités. Oui. Lorsque tu pars pour l'Inde, puis pour le Tibet, tu quittes donc ton Périgord vert en Dordogne et un environnement familial, déjà sensible, je crois, au lien avec la nature. Est-ce que tes parents avaient, préparé le terrain, en fait? Oui, avant l'apprentissage de la compassion, qui a été donc de mon propre, choix, Mmh. avant j'ai fait l'apprentissage de la nature. Ça, c'était le choix de mes parents et qui m'ont transmis à travers une éducation de mode de vie au fin fond de la forêt, à jouer au milieu des bois, à construire des cabanes, grimper dans les arbres, découvrir toutes les traces des animaux dans la boue, dans la neige, et de reconnaître. Après ça, c'était vraiment plus l'aspect connaissance avec mon père qui Mmh. connaît extrêmement bien les noms des plantes, des arbres, des animaux. Donc Oui, reconnaître même le chant hein, des oiseaux, identifier le nom des plantes. En fait, c'est une connaissance qui est extrêmement vaste, qui est expérientielle, voilà, qui vient avant tout d'une immersion dans le monde oui. naturel. Et ça, c'est vrai que j'ai eu énormément de chance de naître et de grandir toute mon enfance dans cet environnement. Alors tu prends cette recherche, spirituelle très au sérieux, toute jeune puisque tu suis alors des études, à l'école du cirque en France, que tu quittes à 22 ans. Tu t'installes au Tibet pour y être initiée par des maîtres bouddhistes tibétains. Tu y médites pendant des semaines, même plus longtemps que ça, dans des grottes. Tu mènes une vie, austère et monacale, complètement coupée du monde. Tu te rases la tête. Tu expliques: «J'ai besoin de m'inscrire au sein d'une tradition, de suivre un enseignement long solide. Je désire entraîner mon esprit à la compassion. Alors, comment ça se passe d'entraîner son esprit à la compassion concrètement? Ça consistait en quoi dans cette voie que tu as choisie quand tu es arrivé dans un monastère, à l'autre bout du monde, si jeune? Quels étaient les exercices dans cette voie-là? Oui, oui, il y a des étapes. Oui. Déjà, bon, en fait, je suis partie à 18 ans de France, de l'école de cirque et j'ai passé donc mes 4 années, d'études, après le bac dans un monastère à Darjeeling, donc de 18 à 22 ans, Ah oui, en Inde. en Inde. Donc là, le point de départ, c'est l'apprentissage de la langue tibétaine. Parce que mon maître, de méditation, qui m'a finalement acceptée, dans son monastère, Et que tu heu voulais rejoindre, mais c'était un monastère où il y avait que des hommes et toi, tu ouais, arrives, petite Française qui parle pas la langue. voilà. Donc il n'y avait pas vraiment de structure prévue pour accueillir un élève occidental, femme. Donc j'étais un peu à l'extérieur du monastère. Je vivais dans une petite auberge tenue par des Indiens apposés au monastère. Et j'ai dû apprendre très vite la langue tibétaine. Donc ça, c'était assez facile parce que, étant jeune, j'avais fait déjà des apprentissages de langue étrangère, donc j'ai pu me consacrer entièrement à ça pendant quelques mois. Pour, voilà, au bout de 6 mois, j'étais assez, enfin, j'étais fluide même pour parler Mmh. et recevoir les enseignements. Donc après cette étape, j'ai commencé à apprendre la méditation de calme mental, c'est-à-dire arriver à fixer son esprit sur un seul point et demeurer stable suffisamment longtemps pour que voilà, les distractions habituelles de l'esprit ne prennent pas le dessus, mais qu'au contraire, en fait, il y ait une capacité à revenir
sur le point fixé au début de la séance, et même de maintenir cette vigilance, veille sur l'esprit, en fait, au-delà des séances de méditation, tout au long de la journée, pour intégrer en fait cette capacité de concentration jour et nuit. Bon après, ça c'est dans l'idéal, hein. Mmh. Moi personnellement, j'ai pas du tout ces capacités, encore moins pendant la nuit, mais même pas voilà tout au long de la journée. Simplement, je dirais que c'est une base indispensable, voilà, qui est sans cette maîtrise en fait de cette connaissance du fonctionnement de l'esprit, qui va toujours en fait partir à la suite de ses pensées, et sans être conscient quand ça arrive, on peut pas aller plus loin pour en fait développer, cultiver des nouvelles habitudes mentales Mmh. comme telles que la compassion. Simplement parce qu'au départ, on connaît même pas son esprit en fait, hein, et Mmh. le fonctionnement de son esprit. Donc ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, donc là, ce qui nous intéresse là, c'est l'apprentissage de la compassion. Comment y arrive-t-on? Donc là, c'est un passage intéressant quand on commence à être proche ou intime avec le fonctionnement de son esprit, de voir comment nos propres émotions peuvent nous submerger parfois ou nous amener dans différentes directions qui ne sont pas forcément celles qui nous mettent le plus à l'aise ou Heureux. voilà, plus heureux, voilà, plus paisible. Donc cultiver la compassion commence en fait par détecter tout ce qui nous empêche d'être connectés de manière douce et bienveillante avec ce qui nous entoure. Et aussi, la première étape, avec soi-même. Donc déjà, commencer par avoir une douceur envers nos propres pensées qui vont de toute façon, et nos émotions d'ailleurs aussi, continuer de nous submerger. Découvrir, donc il y a différentes mêmes parts de nous qui se cristallisent autour d'histoires, de tout narratif en fait qu'on se fait, auquel parfois on s'identifie très fort, et qui vont parfois bloquer notre être, dans l'ouverture qu'est notre être quand il est stable, quand il est en paix. Et c'est arriver en fait à détecter ce qui bloque et ce qui va arrêter cette ouverture, et pour en fait le désamorcer le plus tôt possible et laisser au contraire émerger, depuis cette stabilité, cette paix dont on a parlé au début, qui est le calme mental, des qualités naturelles dans l'esprit, d'accueil, bienveillance, de compassion envers soi-même et envers tout ce qui nous entoure. Alors il y a une autre analyse, que je trouve amusante aussi parce qu'en fait, on voit que tu ne cherches pas à dissimuler tes erreurs et les illusions parce qu'au contraire, tu racontes les pièges dans lesquels tu tombes et dans lesquels beaucoup d'entre nous peuvent tomber, hein. En fait, c'est en ça que le récit est intéressant aussi. C'est parce qu'on peut faire des ponts avec, nos propres vies et là, tu dis: «Je ne souhaite plus que me consacrer aux retraites spirituelles et devenir nonne. La solitude s'impose comme ma compagne. Sans stimuli et confrontation extérieure, une nouvelle forme d'engourdissement Mmh. s'installe. Un gel me sépare de la vie, mais je n'y prends pas garde. Je ne ressens plus mes émotions, je suis déconnectée de mon corps et n'éprouve pas le besoin d'établir des relations avec les autres. J'en oublie même mon vœu de devenir travailleuse sociale. Les formules altruistes que je récite sont presque mécaniques. L'autre devient abstrait et lointain. Il représente un danger et cette analyse aujourd'hui, on a presque l'impression, qu'elle t'amuse. Oui, oui, et puis j'ai essayé d'être vraiment fidèle à mon évolution. Là, je suis vraiment jeune, j'ai entre 18 et 22 ans, j'ai Mmh. ce caractère extrêmement extrême. Enfin, extrêmement extrême, voilà, Oui. donc Mmh. forcément, j'en ris et j'en ris de plus en plus souvent. D'ailleurs, c'est ce Oui. que mon maître m'a dit dans les premières semaines quand je suis arrivée au monastère, Mmh. alors que je me prenais la tête sur des visualisations compliquées. Il m'a dit: «Mais tu veux trop», et je me suis rendu compte que donc dans ma recherche quête spirituelle, je voulais trop, en voulant trop, bah, je me suis coupée en fait Oui. de moi-même, des autres, du monde et des sensations et puis du corps, hein. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez un isolement qui est assez global. Mais voilà, qui mène évidemment à des compensations de paix intérieure qui me nourrissaient à cette époque-là. Et puis ça m'a permis d'accéder aussi à certains modes de conscience, des états de conscience modifiés, hein, tout simplement.
ouais, dans des absorptions méditatives, où effectivement, je voyais quand même toute la profondeur de ce que l'esprit peut, aller explorer, de l'esprit qui s'explore lui-même, hein. C'est ça l'idée, hein, c'est la Mmh. conscience qui s'explore elle-même et quand elle est complètement, focalisée, sur, l'exploration ce qui la compose, Oui. ce qui est la conscience qui se retourne vers elle-même, c'est assez grisant. Donc je voilà, j'ai vécu ces années d'exploration de la conscience. Alors cette étape, c'est aussi celle de la rupture un peu violente avec ton maître spirituel et tu dis qu'à ce moment-là, ton ancien monde s'effondre. Donc là, c'est encore une nouvelle étape, une nouvelle prise de conscience que tu racontes aussi avec beaucoup d'autodérision. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors là, j'ai la chance d'avoir rencontré un maître authentique qui, Mmh. ne laisse aucune place à des dérives, des échappées spirituelles, des écueils comme là où j'étais dans mes absorptions, méditatives, à me prendre pour quelqu'un qui était différent des autres. Mmh mh. Donc c'est lui qui m'a, secouée en fait en me montrant en fait dans le miroir du maître, authentique qu'il était, hein, qu'il y avait pas de place pour tous ces petits jeux en fait, de retournement de conscience qui s'est fascinée par elle-même et cetera. Donc c'est grâce à sa force parce que c'était assez dur pour moi d'être, un peu comme, jetée, à l'extérieur du monastère pour, finalement me retrouver, face à moi-même et c'est là où voilà, je suis partie précipitamment et je me suis retrouvée sur une île. Heu, Oui. Oui, parce que tu étais en fait, tu étais vexée. oui, j'étais Il y a j'étais j'étais très en colère, c'est assez drôle et donc tu prends tes affaires et bye bye, quoi. voilà et Tu je pars et tourne tu le prends dos, un 1er bus, un bus qui part, n'importe où. oui et puis ça me Mmh. mène à Calcutta, puis ça me mène à Bangkok et puis ça me mène sur une île à Koh Chang, puis au fin fond de cette île, il y avait la dernière, piste, qui menait à une immense plage où il y avait vraiment plus personne et là, je me nourris d'ananas et d'eau, pendant toute la semaine avec 2-3 filles comme moi qui étaient complètement aussi perdues et je retrouve, voilà, contact avec mon corps. Donc je Mmh. retrouve les contours de mon corps, je sens l'eau, le sable, les saveurs des fruits et tout d'un coup, voilà, je reviens petit à petit, en fait, à une dimension plus terrienne, plus ancrée dans la matière et ça me fait du bien. Donc je suis très en colère encore, donc je purge toute ma colère, en prenant des bains constamment dans la mer et je me dis que je vais plus jamais retourner, dans le monde tibétain et dans le monde bouddhiste, non, non, je tourne le dos à tout ça. Mais le bon bouddhiste t'a rattrapé puisqu'ensuite tu rentres en France chez tes parents, mais le Tibet te rappelle. Oui, il y avait une lettre, d'invitation à l'université du Tibet à Lhasa Voilà. qui atterrit, chez mes parents Parce parce que que tu t'étais inscrite, mais tu avais un peu oublié c'est alors? ça, j'avais oublié, Oui. l'inscription que j'avais faite il y a juste, 3 mois auparavant et 1er passage à Lhasa où j'étais interprète, pour des journalistes d'un journal allemand et suite à cette lettre d'invitation, ne sachant plus trop où aller, je décide, voilà, de demander le visa et d'aller, jusqu'au bout de cette, démarche d'inscription et j'arrive à Lhasa, au même moment, en fait, où mon maître de méditation, le fameux, vers lequel j'avais eu tant de rejet à l'époque, souhaite lui-même, créer un projet dans sa région natale, au Tibet, à côté du mont Kailash. Donc c'est au fin fond, vers la frontière indienne du Ladakh, fin fond du Tibet, du côté chinois, Oui. un immense plateau où vivaient uniquement les nomades qui vivent de l'élevage. Et là, ils souhaitent en fait qu'un projet soit monté pour les accompagner dans leur transition de vie, parce qu'ils sont en train de passer d'un mode de vie éleveur nomade traditionnel à un mode de vie nomade moderne, plus proche des réalités en fait de la Chine moderne. Mais tu n'étais plus en contact avec lui? Non, Avec ton maître? non, non, Donc là comment je peux pas. À ce tu moment-là, l'apprends par des tierces personnes ou? oui, en fait, j'avais quand même eu Ah oui, vent de ce projet avant mon départ, d'accord. impromptu, du monastère Oui. et une fois que je suis sur place, bah, je me rends compte qu'il y a voilà, il y a plein de messages qui m'arrivent, qui viennent du monastère, de lui et puis des Européens qui souhaitent aussi, se mobiliser pour, lancer ce projet
Donc, Mmh. je fais partie, voilà, d'un petit groupe de personnes, qui souhaitent réaliser, ce souhait. Ensuite, j'aimerais que tu nous parles du grand bond vers l'Ouest. Lorsqu'entre 2002 et 2007, la Chine mène une campagne de développement dans des régions très reculées, aux frontières avec l'Inde et les pays d'Asie centrale. Et tu écris: «Leurs connaissances traditionnelles, leur culture, leurs moyens de subsistance sont devenus obsolètes. Les Shangpa voient leur région écorchée vive par de grands chantiers de construction. La conscience écologique et les savoir-faire nomades n'ont aucune valeur pour le capitalisme grandissant. Heureusement, ils s'entraident pour survivre dans un milieu hostile, à la fois géographique et politique». Et là, tu commences à nous parler, plus concrètement écologie, et l'on sent que ta conscience écologique va grandissant au fur et à mesure que tu t'ouvres, aux liens avec tout le reste Mmh. du monde vivant, et aux liens d'interdépendance dans ce monde vivant qui sont très concrets, hein, puisque tu dans tes expéditions, lorsque tu pars, faire des treks, il y a un rapport, très, très puissant avec, la montagne et avec, toutes les choses naturelles qui t'entourent, les yaks et tous les animaux, et ton éveil spirituel semble aller de pair avec ton éveil écologique. Mmh. Comment tu l'expliques? Alors, ce qui, ce qui m'a beaucoup aidée sur mon chemin, c'est, la rencontre avec des nomades qui m'apprennent, au fil des mois et des années que je passe avec eux, le mode de vie en lien d'interdépendance, déjà entre eux et de l'homme aussi à la nature. Et c'est tellement incarné chez eux qu'en fait, j'ai plus besoin de grands enseignements, théoriques. Je comprends comment tout ça s'articule de manière, empirique, et c'est beaucoup plus puissant finalement comme, transmission pour que ma transformation à ce moment-là intérieure, s'accélère, et je me rends compte que, le mental peut même me jouer des tours, en fait, quand j'essaie de comprendre des idées, en fait, par la voie intellectuelle, et je me prends les pieds dedans, et puis finalement, je continue à tourner en rond. Alors que quand finalement j'ose faire le grand saut de vivre, en fait, selon un certain nombre voilà, de préceptes de vie minimaliste, d'immersion complète dans la nature, ou de vivre en tribu, c'est-à-dire que me rendre compte que je peux pas en fait dépendre que de moi-même. C'est une idée complètement fausse. J'ai besoin de tous les liens dans la communauté. Et c'est cette expérience qui finalement devient la base de cet éveil écologique. Après de là, est-ce qu'on parlait d'éveil spirituel ou pas? Alors ça, je me prononcerai pas du tout là-dessus. Non, mais C'est même plus la pas question en à ce tant que moment-là, voilà. pas en tant qu'éveil, définitif, je veux dire en tant que cheminement Oui, justement aussi, d'ouverture, de travail sur ouais, soi, après de où on en est, enfin, après on peut aussi considérer que l'éveil, c'est le cheminement, c'est pas oui, forcément un. ouais, c'est ça. Et dans ton livre, on voit justement toutes ces étapes que tu passes de prise de conscience, d'enlever des illusions, de tout ça, et puis au niveau de l'écologie, on voit t aussi tout parce que ça devait pas être rien de vivre avec des gens qui Mmh. ont une culture si différente de la tienne, une autre langue, dans des endroits où il y a pas de là, il y a pas de portable, il y a pas de réseau, tu es dans les montagnes, Mmh mh. c'est rude. La vie a l'air très rude à ce moment-là, là, dans ces expéditions, où tu passes beaucoup de temps quand même avec eux, de jour, de nuit, Mmh. à dormir, il fait Mmh. froid, c'est ça donne pas tellement envie, hein, moi Oui, je oui. trouve. C'est vrai que je parle pas même assez dans mon livre, je pense, de la difficulté au niveau, d'adaptation à des niveaux de confort qui est très, très bas. Ça, c'est vrai que j'omets quand même pas mal cette réalité. Donc c'est vrai que j'ai l'impression d'être quelqu'un d'assez, aérien, à être que dans l'esprit, et que alors qu'effectivement le parcours est un peu difficile, finalement, dans son aspect matériel, a énormément contribué aussi à engrammer dans mes cellules, dans mon corps, en fait, cette recherche d'une vérité, en fait, qui est basée sur l'expérience, plus que justement dans les idées.
Voilà. Oui, là, c'est vrai que la partie du livre et c'est quand même assez tôt dans le livre, mais où on sent les liens avec le concret qui se mettent en place, très fort. Mais il y a aussi toute la culture, comme souvent avec les populations autochtones, cette culture qui est encore très vivante, Mmh. où la montagne, enfin tout est Mmh. personnifié, ce sont des déesses, il y a des Mmh. relations avec, tout ce monde, qu'un occidental qui débarque comme ça, un monde dont il n'a pas conscience et Mmh. qu'il ne voit pas et sûrement auquel il a du mal à croire. Mais tu rentres vraiment très loin dans leur monde. Oui, oui, les frontières entre l'imaginaire et le réel, Voilà. sont très, très poreuses et Mmh. c'est cette même image, hein, de la respiration en fait, et de la vie qui traverse, entre monde matériel et monde de l'esprit, où finalement cette, perception poreuse en fait entre monde extérieur et monde intérieur permet de justement cette expansion d'un être plus vaste en nous qui n'est pas limité dans une croyance en la réalité du monde extérieur voilà, qui se définit par un certain nombre de points, de référentiels en fait qui nous ont été donnés depuis notre enfance, par notre culture, notre éducation, les politiques, la société qui nous Mmh. fait voir les choses d'une certaine manière. Et c'est vrai que de pouvoir imaginer, ne serait-ce qu'imaginer en fait que c'est possible de laisser tomber toute cette construction, de laisser traverser d'autres visions du monde, d'autres perceptions Mmh. dans notre champ du vécu, d'expérience. Devenir pneumatique avec justement tout ce qui nous entoure, y compris la culture, les mentalités, les perceptions du monde, et sans chercher à s'en approprier de nouvelles, mais simplement en fait laisser de plus en plus de trous en nous pour que puisse passer ce souffle qui nous fait justement, dans cette respiration, aller vers l'autre de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus naturelle, parce que je suis pas cristallisée dans mes croyances et dans mon identité basée sur ces croyances. Donc ça, c'est une force que je souhaite vraiment pour tout le monde de développer, hein. C'est de déconstruire vraiment toute cette armure d'opinions, de croyances, de facettes de sa personnalité qui se crispent sur certaines idées préconçues. Donc ensuite, tu commences à lever des fonds en Europe. Qu'est-ce que tu mets en place? Alors au départ, j'essaie de suivre le modèle un peu classique des ONG, donc Mmh. de développement de projets sur ces régions nomades, la région natale de mon maître. Et Oui, parce que tu les as observés, mais ça t'a un petit peu agacé, je crois. oui, voilà, j'essaie de suivre un peu les exemples mais qui sont toujours les mêmes, c'est-à-dire que c'est un peu une réplique dans tous les pays du monde en fait d'un manuel de développement local où en fait la dimension locale n'est pas vraiment prise en compte, c'est-à-dire que Oui, elle est même souvent elle niée. est On niée. arrive et on impose, Voilà, mmh, un modèle qui a fonctionné dans les autres pays, donc qui ou pas. ou pas d'ailleurs, mais voilà, Oui, soi-disant. oui. Donc là, je comprends en fait très vite que les nomades, leur besoin premier, c'est leur autonomie. Voilà, ça paraît assez évident, pas à se poser 36 000 questions pour comprendre ça. Mais ça n'a pas forcément été compris par tous ceux qui arrivaient sur ces régions où vivent les nomades. Donc, je me rends compte que pour arriver à cette autonomie, en fait, c'est en se donnant les moyens, voilà, de comprendre les grands changements qui leur arrivent. Donc c'est par l'éducation, d'une certaine manière, qu'ils vont pouvoir retrouver cette autonomie. Et je me rends compte que bon, bah, les ONG à ce moment-là, en fait, ne peuvent pas vraiment offrir ces solutions-là. Donc en fait, je Peut-être m'éloigne qu'elles de peuvent offrir des aides, mais c'est plus à court terme, quoi. Toi, tu voilà, te plus mets à dans une court terme. perspective de quelque chose à long terme pour faire une vraie transition, C'est ça, profonde. c'est ça. Et puis en fait, les ONG, elles sont assez liées en fait au plan gouvernemental, parce que finalement, elles sont juste tolérées du bout des lèvres pour être là, mais c'est pas un vrai ancrage en fait où elles ont une marge de manœuvre comme ça suffisante pour mener sur le long terme des longs projets. Donc c'est plus un substitut en fait à ce que le gouvernement aurait fait de toute façon 3 à 5 ans plus tard. Et finalement donc je me détourne un peu de cette voie-là.
Et je décide en 2008, donc 5-6 ans après mon arrivée au Tibet, de monter une entreprise qui va être plus proche des réalités de besoins, recherche d'autonomie, des porteurs de projets avec qui je travaille, des Tibétains. Oui. Mais une entreprise dans quel domaine alors? Alors, c'est une entreprise d'accompagnement, de conseil pour les entrepreneurs sociaux tibétains. Donc, c'est la première plateforme qui existe dans ce domaine-là et qui a pour vocation donc, de suivre les entreprises tibétaines qui souhaitent se développer en incluant leurs valeurs tibétaines au sein d'un projet économique viable. Donc, la côté autonomie, c'est ne pas dépendre de fonds d'ONG. Et le Oui. côté social, c'est de en fait préserver la culture tibétaine et l'écosystème du plateau tibétain pour que sur le long terme, donc la sagesse, la richesse de cette culture puisse Mmh. bénéficier en fait au maintien et la préservation de l'écosystème. Oui, puisque ensuite tu rencontres, Tashi Dorji, qui est né dans une famille nomade et son projet ambitieux d'institut des nomades. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le troisième pôle? Oui, le troisième pôle, c'est un terme qui a été créé il n'y a pas très longtemps pour désigner une région qui recouvre des terres sur 8 pays différents, qui couvre toute la chaîne Himalaya et tout le plateau tibétain. Voilà, en passant par le Pakistan, l'Inde, le Népal, le Bhoutan, la Birmanie, le Tibet. Donc ça a une très grande envergure et sa particularité, en fait, c'est de montrer qu'il y a une quantité de terres gelées et de glaciers sur cette zone, de même que le pôle Nord et le pôle Sud forment une réserve d'eau douce pour le monde. Cette zone-là, du troisième pôle, qu'on appelle aussi le Hindu Kush Himalaya, c'est l'appellation scientifique, et aussi une très grande réserve d'eau douce pour le monde. Mais c'est vrai que la superficie du troisième pôle, en fait, c'est très majoritairement sur le Tibet. Ah oui. Mm. Et donc à propos de cet institut des nomades, tu écris: «L'institut souhaite promouvoir le tourisme responsable ainsi qu'une chaîne de magasins zéro déchet pour une clientèle nomade soucieuse de ne pas polluer les pâturages et donc de ne pas acheter de produits dont les emballages deviennent des détritus». Et ça, c'était assez, avant-gardiste, non? Comment ça a été perçu sur place? Oui, en fait, on a affaire à un porteur de projet, Tashi Dorje, qui est absolument exceptionnel. Donc, c'est un nomade lui-même qui est venu Mmh. vers mon organisation Global Nomade, qui est fondée à Hong Kong, qui donc soutient les projets d'entrepreneuriat social. Et il a adoré le nom de cette structure, Le nom de Global Global Nomade. Nomade. Et il est venu vers nous en nous demandant justement de l'aider à renforcer les aspects économiques de son projet. Parce que lui, il a travaillé pendant plusieurs décennies sur les questions de protection de l'environnement. C'est quelqu'un d'extrêmement reconnu au niveau national pour toutes ses actions, notamment sur la protection des antilopes, mais aussi des antilopes sauvages tibétaines. Voilà, mais Mmh. aussi de très nombreux autres projets. Et puis, vers la dernière partie de sa vie, il veut la consacrer à monter l'Institut des nomades, qui sera un lieu de collecte de tous les savoirs traditionnels nomades, qui sont justement la source, la base de cette conscience écologique qui permet de restaurer l'écosystème tibétain, parce qu'il est Mmh. bien endommagé. Il faut savoir qu'en fait, cette région du troisième pôle, donc de vastes terres gelées où vivent les nomades, qui sont là depuis des millénaires et qui vivent de l'élevage sur un mode extensif, c'est-à-dire sur d'immenses territoires où les troupeaux en fait pâturent tout au long de l'année sur différentes zones. Et ce mode Mmh. d'élevage extensif permet en fait de maintenir sur ces immenses terres un équilibre où le sol en fait est fertilisé et avec l'herbe en fait qui arrive à pousser chaque année, le manteau herbeux en fait se maintient, permet de garder l'humidité sur la partie superficielle du sol et cela évite en fait que les failles se creusent avec le réchauffement climatique et la fonte du permafrost. Et cela évite aussi que y a des zones entières qui soient désertifiées déjà, parce qu'avec Mmh. l'érosion par le vent, dès qu'il y a un petit bout de terre qui commence à se désertifier, en fait, ça fait des immenses plaines désertes à cause du vent. Et ça évite aussi qu'il y ait des failles qui se creusent ou des émanations de carbone et de méthane, en fait,
se diffuse après dans l'atmosphère et amplifie voilà, le problème du réchauffement climatique. Donc, c'est une zone qui est extrêmement fragile, qui a besoin d'être protégée rapidement. Il peut aussi y avoir d'ailleurs, à cause de ces failles dans le permafrost, en fait, des virus infectieux qui sortent voilà, des profondeurs et qui Et remontent. oui, ça aussi, on en entend parler de plus en plus, oui. Voilà, donc les enjeux sont majeurs. Voilà, donc là, le pari en fait que fait l'Institut des nomades, c'est de dire que les nomades ont un rôle à jouer dans la restauration de l'écosystème de ces hauts plateaux, Mmh. de ces terres gelées, et de montrer que les savoirs traditionnels de mode de vie en harmonie avec la nature sont des savoirs précieux, qu'il est indispensable en fait de transmettre de génération en génération pour que dans l'avenir proche, en fait, ces nouveaux nomades puissent intervenir de plus en plus nombreux en fait comme protecteurs de l'environnement et de faire Oui. voilà, après connaître ces savoirs auprès des scientifiques nationaux et internationaux pour travailler avec eux en fait sur la validation d'un certain nombre de ces bonnes pratiques environnementales pour qu'ensuite ça puisse devenir même une réglementation nationale et Mmh. voire même peut-être on peut imaginer que ça puisse même donner des idées dans d'autres régions du monde qui font face aux mêmes problèmes sur comment restaurer l'écosystème. Et puis aussi, sur le plan économique, comment aider les nomades à rester nomades, c'est-à-dire vivre de l'élevage avec leurs grands troupeaux sur des immenses territoires, tout Mmh. en ayant aussi accès à des modes de vie plus confortables grâce à la modernité, et donc de générer des revenus pour eux, en fait, grâce aux magasins zéro déchet, et puis aussi à développer un tourisme responsable. Puis de toute façon, un tourisme qui vient jusqu'à eux, qu'ils le veuillent ou pas, après c'est à eux de comprendre là où ça peut être néfaste pour leur environnement et comment ils peuvent contrecarrer cet afflux de tourisme, surtout au niveau domestique mais aussi international, et comment ils peuvent créer des infrastructures et des modes de voyage en lenteur, Oui. voilà, en connaissance de l'environnement pour que voilà, ce soit un tourisme respectueux. C'est la fin de cette première partie du podcast de So Sweet Planet avec Marion Chéniaud-Dupuis pour parler de son livre « Respire, tu es vivante » de Lhasa à l'Everest, une aventure écologique et spirituelle aux éditions Massot. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous sur le prochain épisode pour la suite de cette rencontre. Nous parlerons du développement des activités de tourisme éco-responsable autour de l'Everest, des projets au Tibet, de la fonte des glaciers dans l'Himalaya, des alpinistes qui viennent pour escalader l'Everest et que Marion a accompagné plusieurs fois sur ce sommet que l'on appelle le toit du monde puisque c'est le plus haut sommet de notre planète. Nous parlerons aussi de l'Institut des nomades à nouveau, de la vie de Marion avec les guides tibétains et de bien d'autres choses. Donc je vous donne rendez-vous sur le prochain épisode. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planet, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast, et de rédiger un avis sympathique. Cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Sweet Planet sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosweetplanet.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de So Sweet Planet mis en ligne. À bientôt.